Très peu de gens visiteront un jour l'île d'Axel Heiberg. La communauté la plus proche est à 2 heures d'avion. La banquise fond rarement dans cette région. Il est minuit, la nuit du solstice d'été. L'été commence à peine. 4 personnes visiteront l'île cet été. 2 archéologues, mon partenaire caméraman et moi. What's that? Yep. Number 20 will be more wood. Okay. Nous sommes ici en raison d'un mystère. Il y a des objets dispersés dans la boue. Mais le sol est encore gelé et les ravines sont couvertes de neige. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de marquer le site. C'est par ici qu'en 1999, des chercheurs sont passés et ont remarqué des artefacts, en particulier des objets derrière nous, comme ce contenant là-bas. Ils ont remarqué de nombreuses pièces de tissu, de métal et d'autres objets sur le site. Ils m'ont contacté, à Iqaluit, et en se basant sur ces informations, on a cru bon de venir explorer le site. Nous ne comprenons pas pourquoi quelqu'un laisserait son équipement ici, sur cette plage gelée. Tous ces objets doivent être déterrés sans être abîmés. Le temps leur est compté. Il n'y a pas de place pour la spéculation. La météo pourrait changer à tout moment. Les archéologues travaillent nuit et jour. Au départ, je voulais tirer de ce voyage un court topo pour mon émission à la télévision publique Inuit. Mais comme nous trouvions sans cesse de nouveaux objets, il était évident que cette histoire allait demander plus de temps. Nous nous enfoncions dans le mystère. La fin juin est le moment où les scientifiques débutent leur séjour sur le terrain dans l'Arctique. Leur base est située à Resolute Bay. L'un d'eux se nomme John England, un géologue qui visite l'extrême Arctique chaque été. Nous prenions des relevés cartographiques sur les basses terres et nous voyagions beaucoup en VTT, à la recherche de bois flottés ou d'eau de baleine, des objets échoués au-dessus du niveau actuel de la mer, qui nous indiquerait l'âge de très anciennes plages, âgées de milliers d'années. Nous étions donc en reconnaissance près du rivage, tout près de la banquise, quand nous avons aperçu des petits objets au loin. Et comme ça aurait pu être des roches, des os de baleine, n'importe quoi, nous sommes allés voir de plus près. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était suffisant pour nous intriguer. Une chance sur 1 million. Et qu'ont-ils trouvé? C'est une petite boîte, à mon avis, qui était le plus intéressant, le plus intriguant. C'était une boîte et quand nous l'avons ouverte, il y avait un théodolite à l'intérieur. Un instrument de cartographie qu'il aurait utilisé pour déterminer la latitude et la longitude à l'aide d'observations astronomiques. Peu importe à qui ça appartenait, c'est certain que cet instrument avait une grande valeur scientifique. L'instrument trouvé par John England a été envoyé ici, un musée situé à Ottawa. C'est le lieu de travail de Randall Brooks. C'est un spécialiste en instruments anciens. Il m'a montré un théodolite presque identique à celui de l'île d'Axel Heiberg. Comment ça fonctionne? Lorsque l'instrument est installé et que la base est à niveau, pour ça, il faut
puisqu'il n'y a qu'un seul niveau, il faut le mettre de niveau d'un côté, le faire pivoter de 90 degrés et le mettre de niveau de l'autre côté. Il a dû être conçu une centaine d'années avant que le GPS soit inventé. Les navigateurs et les explorateurs tentaient de déterminer où ils se trouvaient. Il fallait un ciel dégagé et beaucoup de temps. Ensuite, il aurait pu, je vais le soulever, regarder dans la lunette et faire le point sur l'objet qu'il voulait mesurer, le premier objet. Ensuite, il l'aurait fait pivoter, soit latéralement, soit verticalement, en fonction du terrain, en fonction de ce qu'il mesure, les montagnes, les points de repère. Il aurait pris les mesures, à chaque point, il aurait pris les mesures horizontales et verticales. Il les aurait notées dans un cahier et aurait calculé les angles entre les points de repère. L'inscription sur le métal est en allemand. Randall a une liste de 7000 fabricants d'instruments anciens. Il a demandé l'aide de chercheurs allemands. Il a trouvé un article qui l'a convaincu que le théodolite avait été fabriqué vers 1921. La découverte de Randall était capitale. Il n'y a eu qu'une expédition allemande dans la région à cette époque, et on a cru que ses membres étaient morts sur la banquise. Peut-être qu'autre chose s'est produit. Un mystère s'ouvrait sur un autre. Cette expédition arctique allemande s'est inscrite dans l'histoire pour une seule raison. Elle a disparu sans laisser de traces. On a passé plus de 75 ans à tenter de déterminer ce qui lui était arrivé. À sa tête, Hans Kruger, un géologue qui voulait devenir un explorateur célèbre. Son assistant était danois. Il s'appelait Bjarry. En 1929, les deux hommes ont quitté le Danemark à destination du Groenland. J'ai trouvé une personne encore en vie qui était sur le même navire. Frederica de Laguna a 98 ans et est presque aveugle. Mais elle a encore une image claire de Kruger en tête. Il y avait Kruger à bord et un autre Allemand avec lui, un pauvre homme qui a eu le mal de mer pendant les 3 semaines que ça a pris pour partir de Copenhague. Traverser l'Atlantique, remonter le détroit de Davis pour arriver au premier port au Groenland. Pendant le voyage, Kruger m'a fait très mauvaise impression parce qu'il riait de cet homme et le traitait de faible. Après que le navire soit arrivé à destination, Kruger et son assistant ont commencé à se préparer. C'est la dernière fois que Frederica a posé les yeux sur eux, mais elle les a revus en rêve. J'ai fait un rêve très réaliste, un peu remonitoire. J'ai fait quelques rêves comme ça, très réalistes dans ma vie. Je ne pense pas qu'il y avait une signification précise, juste que j'étais très inquiète. J'ai rêvé que Kruger allait perdre la vie parce que le navire qui devait lui emmener des réserves ne se rendrait pas au bon endroit. Je pense que tu es le premier à qui j'en parle. Que j'ai rêvé qu'il allait mourir parce que le navire ne le rejoindrait pas à temps. Après une semaine de fouilles minutieuses, Doug Stanton et Bob Parks ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Environ 50 artefacts ici, et tous en surface.
On a relevé leur position sur une carte et on a passé les derniers jours à les récupérer. On a un contenant d'huile, des bouts de corde, de la toile, des bouts de vêtements intéressants, des échantillons de roches, du bois. Mais pas de restes humains, ni de restes de chiens ou de traîneaux. Mais qui sait, il y a encore de la neige le long de la plage. D'autres objets pourraient être trouvés dans les alentours. Les gens qui auraient abandonné ces objets seraient venus par la mer, en traîneau à chien. Mais pratiquement personne ne passait par ici. Tous pensaient à l'expédition de Kruger. Je pense que nous avons pensé à Kruger parce que c'était vraiment intriguant. Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il un instrument si précieux? Et pourquoi abandonner si peu d'objets? Des poignées de roches, des échantillons qui intéressaient clairement quelqu'un. Il les a accumulés et puis voilà. Pourquoi les abandonner? Ça ne pesait pas grand-chose. Il aurait pu remplir ses poches et mettre cet instrument sur un traîneau n'aurait pas épuisé les chiens. Alors, pourquoi? Pourquoi les abandonner? Nous nous sommes demandé, cette personne avait-elle des problèmes? Était-elle blessée, souffrante? Ou voulait-elle simplement pouvoir se sortir de cet endroit avec aussi peu de bagages que possible? Les Inuits du nord du Groenland ont un mode de vie très traditionnel. Même de nos jours, plusieurs d'entre eux sont des chasseurs à temps plein. Autrefois, lorsque les explorateurs blancs tentaient de se rendre au pôle Nord, les Inuits du nord du Groenland étaient souvent leurs guides. Ils ont sauvé la vie de plusieurs Blancs. Lorsque Kruger est débarqué, il a engagé le meilleur homme à sa disposition. Il se nommait Arkeok. Je ne connais pas vraiment Arkeok. Bien sûr, il a été un très bon guide pour plusieurs années. Il a souvent accompagné des Blancs sur la toundra. Il était bien préparé. Alors Kruger l'a engagé. Il était le seul Inuk de l'expédition. La parenté d'Arkeok vit à Kanak. Ceux qui s'en souviennent sont de plus en plus âgés. Mais sa réputation est toujours bien présente. J'ai entendu dire qu'il était un chasseur hors pair, sans peur lorsqu'il était à la chasse. Et il avait de très bons chiens. Il devait sans doute être un bon guide d'expédition. Il était sociable. Les gens voulaient aller avec lui. Il ne se fâchait pas souvent. Kruger avait beaucoup d'ambition. Il voulait partir du Groenland, traverser l'île d'Ellesmere au Canada, puis s'éloigner sur l'océan gelé. Il voulait prouver qu'il n'y avait plus de continent ou d'île à conquérir, comme le prétendaient des explorateurs américains. Ça serait une expédition risquée. En allant si loin sur la banquise, il s'aventurait à un endroit où il n'était jamais allé. Pas même Arkeok. Quels sont les risques? Il voyageait dans l'inconnu. Il n'avait probablement plus assez de nourriture. Il y a de la neige fraîche au printemps, en raison de l'atmosphère qui se réchauffe. Donc, il faut voyager dans la neige par-dessus la glace.
Il y a les courants qui ne leur sont pas familiers. Peut-être même des fissures recouvertes de glace qui ont l'air solides, mais qui, finalement, ne le sont pas. Il y a beaucoup d'impondérables. Il faut ajouter à tout cela qu'il n'y avait pas assez d'Inuits et pas assez de chiens. Tels étaient les risques. Arkeok connaissait les terres du côté du Canada. Il avait chassé le bœuf musqué au Canada et avait fait partie de la 5e expédition Thule. Mes parents et Arkeok ont passé presque 4 ans au Canada. Ils en ont presque oublié leur propre langue. Les gens de Arctic Bay me disaient souvent que ce n'était pas leur ville, mais la ville de mon père. Ils étaient ici, au Canada, dans la région Kivalik, avec la 5e expédition Thule. Ils avaient même une maison. Arkeok a passé 3 ans ici, et les Inuits se souviennent de lui. Mais il y a aussi des histoires sur son séjour à Arctic Bay. 6 ans plus tard, Kruger débarquait au Groenland et embauchait Arkeok. Ils ont passé l'hiver à s'entraîner pour leur expédition. Lors d'une sortie, ils ont été pris dans un blizzard et ont dû manger quelques-uns de leurs chiens. Biari a souffert d'engelures aux orteils et Kruger est tombé malade, probablement à cause de la viande de chien cru. Les 2 hommes blancs étaient encore malades lorsque l'expédition quittait le Groenland. Kruger crachait du sang. La femme d'Arkeok n'était pas confiante. Elle ne voulait pas voir partir son mari. Ma grand-mère ne voulait pas qu'il parte, parce qu'elle était enceinte. C'est un couple qui ne s'entendait pas très bien. Lorsqu'ils se sont séparés, ma grand-mère lui a dit de partir et de ne jamais revenir. L'expédition de Kruger était peut-être condamnée dès le départ. Ken Harper est un historien qui a vécu au Groenland avant de déménager au Nunavut. Il a lu que beaucoup de gens avaient des problèmes avec Kruger. Kruger était le genre de personne à qui l'on ne pouvait rien dire. Kruger voulait devenir célèbre. Il était prêt à tout risquer. It seems that he had a secret agenda that he hadn't shared. Tout semble indiquer qu'il avait des intentions cachées qu'il n'a pas partagées. Je ne sais pas si ses intentions étaient connues de son assistant danois, mais je suis presque certain qu'Arkeok n'en savait rien. Son plan secret était de traverser l'océan Arctique à l'ouest du pôle Nord. Il voyagerait donc de la région d'Axel-Heiberg jusqu'en Russie. Et apparemment, il avait communiqué ses intentions à des scientifiques russes. La dernière lettre qu'il a écrite avant de quitter le Groenland et qu'il a envoyée en Allemagne depuis l'île d'Ellesmere disait d'ailleurs ceci. Je vous autorise explicitement à faire savoir que toute expédition de sauvetage est absolument inutile. C'est une chose très étrange à écrire au tout début d'une expédition. De façon générale, il aurait plutôt dû s'assurer de dévoiler son itinéraire, de façon à augmenter les chances de succès d'une éventuelle expédition de sauvetage.
Mais il s'attendait à ce que toute expédition de sauvetage soit inutile. Ça ne peut que vouloir dire que son but réel était autre que celui qu'il avait révélé aux autorités. Et ça n'a aucun sens. C'est totalement irresponsable. Les 3 hommes de l'expédition arctique allemande se dirigeaient vers l'ouest, passant par l'île d'Elsmer. Au départ, une seconde équipe les accompagnait pour les aider à cacher des vivres. Mais le traîneau principal était si chargé que les hommes devaient marcher. Je me demande ce qu'Arkyuk en pensait. Au Groenland, Arkyuk avait des années et des années d'expérience avec des hommes blancs qui n'étaient jamais venus dans l'Arctique. Mais peut-être que le temps l'a rendu impatient. Et si Kruger était si difficile à vivre, s'il ne voulait pas faire demi-tour, et si Arkyuk n'était pas content, enfin, tout est possible. Il avait l'habitude de côtoyer des Blancs. Il pensait probablement que Kruger était excentrique et différent. Mais au moment où l'expédition s'apprêtait à quitter la péninsule Bosch, quand il a réalisé que Kruger était en fait malade, à mon avis, il était trop tard. Arkyuk ne pouvait plus changer d'avis. Kruger vomissait du sang. L'autre homme avait un pied gelé. Et il se déplaçait dans l'inconnu. Ça n'avait aucun sens. Arkyuk, il devait certainement être inquiet de cette expédition. Avant même que l'équipe de soutien ne les quitte après avoir traversé l'île d'Elsmer, il a donné un message aux 2 Inuits qui faisaient partie du premier groupe de soutien qui s'en retournait. Il a envoyé son message à l'administrateur danois de Thulé disant qu'il était convaincu que ni l'un ni l'autre des Blancs ne survivraient à l'expédition si elle était trop longue. Le Danois, Bjarre, avait déjà des orteils gelés et Kruger crachait du sang. Et tout ça au début de l'expédition. Mais Arkyuk a aussi dit aux Inuits du groupe de soutien qu'il n'abandonnerait pas les Blancs. Les objets que nous avons découverts sur l'île d'Heiberg sont examinés dans ce laboratoire à Ottawa. Tara Grant travaille pour le gouvernement comme conservatrice. Sa tâche est de préserver les artefacts historiques. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup à faire pour les préserver? Comme les objets étaient gelés la plupart du temps, ils étaient en meilleur état que s'ils avaient été trouvés ici, par exemple. Et comme ils ont été trouvés en surface, ils étaient beaucoup moins sales que s'ils avaient été trouvés dans un milieu plus terreux. La plupart des objets n'ont donc pas eu besoin de beaucoup de traitement. Par contre, les artefacts de papier demandent beaucoup de soins et donc de temps. Maintenant que tout a été nettoyé, pouvons-nous résoudre ce mystère? Pouvez-vous nous dire s'il y a quoi que ce soit qu'on a manqué en déterrant, en récoltant les artefacts? Avez-vous trouvé quelque chose? Oui. Quand tu as pris la boîte en fer, tu savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur parce qu'elle était lourde, n'est-ce pas? Mais tu ne savais pas si elle était pleine de sable. Eh bien, je l'ai ouverte et elle était remplie de roches emballées, des échantillons géologiques que Kruger avait récoltés. Les roches étaient couvertes, emballées dans du papier brun, et à l'intérieur, il y avait des petits papiers qui disaient où les roches avaient été récoltées. Celui-ci vient de la roche numéro 14 et il y a un numéro de catalogue, habituellement dans le coin supérieur gauche, et la date indiquée est le 25 avril. Elle est inscrite en chiffres romains et ensuite 1930 et ça dit Heiberginsel Nordspitz. Oui, la pointe nord de l'île Heiberg. Et de toutes les notes que j'ai trouvées, aucune jusqu'à maintenant n'indique de date ultérieure à celle du dernier cairn.
Nous savons donc que Kruger était encore en vie et c'est bel et bien l'écriture de Kruger. But it is Kruger's handwriting. Yes. Ce qui veut dire que l'expédition a beaucoup voyagé sur la glace. Ils ont dû y être pendant des semaines. J'imagine que c'est un peu comme une enquête policière. La préservation, est-ce que ce n'est pas un peu... Est-ce qu'on ne pourrait pas le considérer comme un travail de détective? Oui, parfois. En fait, ce cas-ci a été particulièrement intéressant parce que, en raison des noms d'endroits et tout ça, c'était possible de les suivre sur une carte et d'essayer de trouver leur itinéraire. J'aimerais beaucoup savoir ce qui leur est arrivé. Enfin, c'est évident qu'au moins une personne a dépassé le cap sud-ouest et ça serait bien si quelqu'un pouvait trouver les traîneaux et le reste de l'équipement. C'est ce que j'espérais trouver. Pas de traîneau, rien pas de de cadavre, solide, ni de chien. rien. Ça fait maintenant 77 ans que l'expédition de Kruger a disparu, que les 3 hommes sont présumés morts. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est à ce moment qu'un de mes amis, qui tournait à Sierpaluk, dans le nord du Groenland, a rencontré un homme qui s'appelle Mamarut. Les gens disent que vers 1949, beaucoup de navires venaient par ici. Arkeok était là, présent parmi eux. Je ne suis pas le seul à l'avoir entendu dire. Vous pouvez demander aux autres. Ça me semblait impossible. Ces navires étaient américains. Ils établissaient une base militaire dans le nord du Groenland. Mais c'était 20 ans après la disparition de l'expédition de Kruger. Comment Arkeok aurait-il pu y être? Mais comme l'a dit Mamarut, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Certains sont des parents d'Arkeok. Dans les années 50, il se passait beaucoup de choses. On voyait arriver des bateaux, des avions, des traîneaux. Un homme est venu habillé comme un Américain. Quand les gens l'ont approché, ils ont reconnu Arkeok. Mais il est retourné sur le bateau dès qu'on l'a reconnu. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Arkeok a croisé Kalasek. Kalasek lui a dit « Bonjour, cousin ». Mais Arkeok est disparu tout de suite après. Quelques personnes l'ont vu par après, mais il disparaissait toujours parmi les Blancs. D'abord, une expédition disparue. Ensuite, l'étrange retour d'Arkeok. Nous faisons maintenant face à un mystère double, à moins qu'il ne s'agisse d'un fantôme. Nous sommes certains que l'expédition de Kruger a traversé l'île d'Ellesmere au printemps, que la neige était molle, que leur traîneau était extrêmement lourd, qu'ils se déplaçaient lentement. Lorsqu'ils sont arrivés à la mer, l'équipe de soutien les a laissés. Personne ne sait vraiment ce qui s'est produit par la suite. Il n'y avait pas de gibier chassé. Les chiens s'affaiblissaient. Kruger était malade et épuisé, mais il insistait pour continuer. Que pouvait penser Arkeok? La proportion d'Inuits dans n'importe quelle expédition de Perry était très élevée, parce que ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient,
et savaient quel rôle ils voulaient donner aux Inuits. Ils avaient une idée de combien d'assistants Inuits ils auraient besoin. J'imagine, et c'est de la spéculation, que cette expédition aurait pu en arriver à un moment où Arkyouk aurait dit « Nous devons nous en retourner. Ça n'a aucun sens de continuer. » Si Kruger, dans son obsession à atteindre son but, avait dit « Non, non, il faut continuer, et si Arkyouk avait répliqué « Il faut retourner, autrement nous allons mourir », et qu'il s'était préparé à s'en retourner, qui sait ce qui se serait passé dans la tête de Kruger? Dans les années 30, l'Arctique était vraiment isolé. Un an s'est écoulé avant qu'on ne s'aperçoive de la disparition de l'expédition. Un an plus tard, une équipe de la GRC est partie à leur recherche depuis le poste de l'île d'Ellesmere. Lorsqu'elle est arrivée à la mer, elle s'est scindée en 2 groupes. Le premier groupe était dirigé par le constable Paddy Hamilton. Ils ont fait face à des blizzards et ont eu rapidement des problèmes. Day 15. 15e jour. Nous avons trouvé un cairn, mais il n'y avait pas de message de Kruger. 4 de nos chiens sont morts de faim il y a 2 jours. Les autres les ont mangés. Nous marchons maintenant à côté des traîneaux, mais 5 autres chiens sont morts hier et aujourd'hui. Nous en avons perdu 17 en tout. Nous n'en parlons pas, mais nous grignotons la viande de chien que nous transportons sur les traîneaux pour éviter de s'effondrer. L'autre groupe, dirigé par le caporal Harry Stallworthy, n'a pas eu la vie plus facile. C'est la pire crise que nous ayons connue. Je dois m'arrêter et m'asseoir à tout moment. Nous sommes encore si loin de notre cache de vivres. Les équipes de la GRC ont poursuivi les recherches pendant près de 2 mois. Ils sont revenus persuadés que le groupe de Kruger devait avoir péri. Ironiquement, la réserve de vivres qui leur a sauvé la vie était au cap sud-ouest, à seulement 1 ou 2 kilomètres de l'endroit où on a retrouvé les objets sur la plage. Le sort du groupe de Kruger est devenu un sujet de conversation très populaire parmi les explorateurs du Nord. Les théories étaient innombrables. Ray Thorsteinson étudie les fossiles pour occuper sa retraite. Ray a travaillé pendant 40 ans pour la Commission géologique du Canada. Il a souvent voyagé en traîneau à chien autour de l'île d'Axel Heiberg, toujours à la recherche d'indices. Au printemps 1957, il a atteint une petite île loin dans l'océan gelé. Nous sommes descendus ici, sur la côte ouest de l'île Axel Heiberg, jusqu'à, je pense que c'était Lifjord. Nous avons ensuite traversé 20 milles de banquise et avons rejoint la terre ici, sur la côte nord-est de l'île Mingan. Nous avons ensuite suivi la côte de l'île, avec notre traîneau à chien, jusqu'à la pointe Anderson, dans le sud-est de l'île. Je pouvais voir un cairn, d'où nous avions arrêté les chiens et établi le camp. Après que nous ayons soupé et nourri les chiens, je suis allé jusqu'au cairn avec mon compagnon et j'ai trouvé une boîte de métal dans le cairn. Il y avait une note de Kruger dans la boîte. La note était écrite en allemand, mais je comprends bien cette langue. La note disait qu'il se dirigeait vers une île au sud. Ray les a longtemps cherchés en vain. Il est maintenant convaincu que Kruger a dû changer ses plans. Il était là-bas environ 1 mois plus tôt que moi. J'y suis allé au début de juin. Il y était au début de mai. Eh bien, je n'arrivais pas à trouver de phoques. Alors, j'imagine sans peine qu'il ait manqué de nourriture pour les chiens quand il était là, tout comme moi.
Il a sûrement fait ce que j'ai fait, ce que j'ai été forcé de faire, retourner vers l'île Axel Heiberg et espérer y trouver quelque chose. Ils ont bel et bien atteint l'île Heiberg. Mais sur cette plage, nous avons trouvé les effets personnels d'une personne, en plus des instruments scientifiques de Kruger, en plus de ces échantillons de roches. Que s'est-il produit? Doug Stanton est persuadé d'une chose. Si on se fie à ce que nous avons trouvé sur le site, on ne croit pas que ce soit un campement. La nature de ce qu'on a trouvé sur le site indique plutôt une cache. Ces objets auraient été entreposés ou abandonnés pour être récupérés plus tard. Il est aussi possible que certains des membres de l'expédition aient péri à ce moment-là. S'il ne restait plus qu'une personne et qu'il savait que ses deux compagnons étaient morts, disons que les deux Européens soient morts et que l'Inuk soit en vie, s'il ne restait qu'un seul individu, celui-ci devait être très insécure. Savoir qu'il allait sûrement subir le même sort que ses compagnons devait être plutôt horrible. Qui était vivant et qui était mort? We assume that one person has died. Nous tenons pour acquis qu'une personne est morte. Il est possible que deux personnes soient mortes. Il y a donc un ou deux survivants. Qui sont-ils? Probablement pas Kruger, parce qu'il était plus malade que l'autre homme. Il est probable que le ou les survivants, ceux qui ont laissé les objets à la pointe sud-ouest de l'île Axel Heiberg, probablement qu'Arkyuk en faisait partie. Peut-être seulement Arkyuk ou encore Arkyuk et l'un des deux autres. Quelles étaient leurs chances de survie? Ouf, c'est dur à dire. Il y a des récits miraculeux de survie en Arctique. C'est possible de s'en sortir, mais c'est très difficile. Et nous ignorons s'il leur restait des chiens. J'imagine qu'à ce moment-là, il n'en avait plus. Les chances de survie, selon moi, sont plus que minces. The chances of survival, I think, are slim. Mais si Arkyuk était encore en vie, aurait-il pu s'en sortir? Je crois les histoires, vous savez. Je vais vous dire, j'ai rencontré une personne de Kanak. Même de nos jours, nous avons de très bonnes relations avec les gens de Kanak et de Suryakparluk. Quand Arkyuk n'est pas venu vers chez lui, mais plutôt vers Arctic Bay, une région qu'il connaissait bien, s'il était parti par là et s'était embarqué sur un bateau ou une baleinière, ou peu importe, je suis sûr qu'il aurait eu le mal du pays. Il avait une fille, après tout, qu'il avait abandonnée quand sa femme lui a dit de ne pas revenir, de disparaître à jamais. Je suis sûr qu'il aurait eu une raison de retourner chez lui. Je suis sûr que, comme tout Inuk, il aurait voulu revoir ses terres, peut-être même sa fille. Il avait donc de bonnes raisons de retourner chez lui. Il avait peut-être peur et ne voulait pas être reconnu. La légende dit qu'Arkyuk s'est enrôlé dans l'armée américaine. J'ai effectué des recherches sur Internet. Les Américains m'ont offert leur assistance. Ils ont consulté leur dossier. Il n'y avait aucune trace d'un homme nommé Arkyuk. Peut-être se cachait-il ailleurs, comme ici au Nunavut. J'ai entendu dire qu'il était en vie par la suite et qu'il avait une femme et des enfants au Canada. Des gens ont vu sa fille à Pond Inlet. Quand elle a dit qu'elle avait de la parenté au Groenland, elle a disparu. Peut-être parce que c'était un secret.
rester sur un roc. Le mystère d'Arkeok s'est rendu jusqu'au Groenland. Nous étions à Arctic Bay, Canada, en 1975. Hans posait des questions à propos d'Arkeok. Les policiers ont entendu les questions et ils leur ont dit de ne rien dire. C'est plutôt étrange. Les rumeurs courent aussi chez les Inuits au Canada, de Pond Inlet et d'Arctic Bay, à Grise Fjord et à Resolute. Il tuait des chiens pour en nourrir d'autres. L'homme blanc n'avait pas d'amour en lui. Il était toujours sur le traîneau. Il a dit à Arkeok, « Tue ton compagnon. » Arkeok a dit d'accord. Il a chargé son fusil face à son compagnon, mais à la place, il a tiré l'homme blanc sur le traîneau. Personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé, parce que s'il a survécu, Arkeok est resté caché. Les hypothèses ne sont limitées que par l'imagination. Pas très loin de ma communauté, il y a plusieurs années, j'ai trouvé une vieille carabine. C'était une 22 à levier. Elle était très vieille et toute rouillée. Elle était près de la plage. Je l'ai ramenée chez moi et je l'ai gardée pour un bout de temps. Malheureusement, je l'ai jetée avant d'avoir entendu parler d'Arkeok. Je l'ai toujours regretté. Je me demande si elle leur appartenait. Si Arkeok était le dernier survivant, il y a peut-être une autre raison pour laquelle il aurait hésité à retourner au Groenland. Il aurait pu craindre d'avoir à porter le blâme pour la mort des hommes blancs. Il savait que le nord du Groenland changeait. Il savait que la loi de l'homme blanc prenait pied en Arctique. Les autorités européennes auraient pu ne pas comprendre pourquoi il était le seul survivant. Et elles auraient pu le blâmer, même le punir. L'Arctique est rempli d'histoires et de légendes. Quelle est la part de vérité et qu'est-ce que ça change? Une histoire a besoin d'une fin. Et l'histoire d'Arkeok n'a pas de fin. Nous n'avons aucune certitude sur ce qui est advenu d'Arkeok. De façon générale, les gens n'aiment pas les histoires sans fin. Mais parfois, il n'y a pas de fin. Et si nous ne pouvons pas l'accepter, nous en inventons une. J'aime beaucoup les bonnes histoires et j'aime les raconter. La poursuite d'Arkeok et de Kruger a été toute une aventure. La fin de Kruger est tragique. Sa fiancée était si bouleversée qu'elle s'est suicidée. Mais peu importe ce qui est arrivé à Arkeok, sa famille au Groenland veut entreprendre ses propres recherches. Bien sûr que je serais intéressé à savoir ce qui s'est passé.
s'il a eu des enfants au Canada, notre parenté. Ça serait merveilleux de les rencontrer un jour. ay, ay, ay.